bienvenue dans les Ondes Positives, le podcast de Brainway. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode consacré à la neurochirurgie de l'épilepsie, j'ai la chance d'accueillir Romain Caron, qui est neurochirurgien dans le service, alors un peu long, d'épileptologie, rythmologie cérébrale et neurochirurgie de l'épilepsie au CHU de la Timone à Marseille. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Je vous en prie, je vous remercie de l'invitation. Alors, vous allez pouvoir nous éclairer sur les différentes techniques de neurochirurgie, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, entre la SEG, la cortectomie, la simulation profonde, il en existe beaucoup. Déjà, en quoi ça consiste en fait un métier de neurochirurgien? Alors, la neurochirurgie au sens large, c'est la chirurgie du système nerveux. Donc le système nerveux, il y a donc tout ce qu'il y a dans l'encéphale, ce qu'il y a dans la boîte crânienne au sens étymologique, encéphalée dans la tête, donc toute la chirurgie intracrânienne, et il y a également la chirurgie de la moelle épinière et des nerfs périphériques, tout le système nerveux au sens large. Alors quand il s'agit d'épilepsie, bien sûr, on va focaliser sur la neurochirurgie crânienne et on va avoir un certain nombre d'interventions. Vous avez évoqué la cortectomie, c'est l'intervention par excellence qui a pour objectif de guérir les patients qui sont atteints d'épilepsie en enlevant la zone très précise du cerveau qui est à l'origine des crises. Ça fait partie c'est vraiment le but. Vous avez évoqué la SEEG. La SEEG est là pour cartographier le réseau de la zone épileptogène pour ensuite éventuellement proposer un geste de résection. Alors, pouvez-vous nous rappeler les principales techniques en fait de neurochirurgie que vous pratiquez ici à la Timone? Alors à la Timone, s'agissant de l'épilepsie, donc il y a des techniques qui sont dites techniques exploratoires, comme justement la SEEG, la stéréoélectroencéphalographie, donc qui consiste à mettre en général une quinzaine d'électrodes dans le cerveau. Lorsqu'on enregistre l'activité cérébrale au niveau du scalp, au niveau du crâne, on n'a pas les mêmes informations que quand on met des électrodes vraiment profondément enfouies dans le cerveau. En particulier, il y a des zones qui sont très profondément enfouies dans le cerveau, dont le signal n'est pas accessible à la périphérie, par exemple la face interne du lobe temporal. Donc, il faut aller mettre des électrodes. La partie qu'on appelle l'insula aussi est très profondément enfouie dans le cerveau et le signal qu'on a en périphérie est relativement masqué. Et pour ça, il faut aller cartographier en mettant des électrodes à l'intérieur. Donc ça fait partie c'est une des interventions. Ça fait partie de ce qu'on appelle la neurochirurgie fonctionnelle. Une neurochirurgie qui est là pour essayer de restaurer une fonction, c'est-à-dire l'aptitude d'un cerveau à ne pas faire des crises. Donc, par exemple, la neurochirurgie de la douleur, l'aptitude d'un patient à ne plus souffrir, ou éventuellement pour un mouvement anormal, quelqu'un qui a un tremblement, essayer de supprimer. Donc c'est ce qu'on appelle au sens large la neurochirurgie fonctionnelle, et ça se fait par des techniques dites stéréotaxiques. Les techniques stéréotaxiques, ce sont des techniques qui sont dont le but est d'être très précis dans le cerveau, souvent quasiment au millimètre près. Donc d'accord. Voilà. Vous êtes nombreux. C'est vrai que la cartographie, là, peut-être qu'on reprendra, mais la cartographie, bon, il y a le but ultime, entre guillemets, c'est la cortectomie. Si on arrive à bien identifier une zone très précise du cerveau, et si on sait qu'on peut l'enlever sans risque, ou avec des risques acceptables, on le fait. C'est vraiment le but, c'est de guérir les patients. Mais indépendamment de ça, il y a des patients qui, à l'issue d'une cortectomie, vont pas être libres de crise. Des patients qui vont ne pas pouvoir bénéficier d'une cortectomie parce que le réseau de la zone épileptogène est trop étendu, implique des zones fonctionnelles. Donc à ce moment-là, on va plutôt s'orienter dans la technique dite de neuromodulation. D'accord. Et pour faire simple, le cerveau est un organe bioélectrique, donc un dysfonctionnement électrique du cerveau, on envoie des impulsions électriques, si vous voulez, pour contrarier le message électrique pathologique. Alors on peut le faire par un nerf qu'on va entre guillemets attraper au niveau du cou, envoyer des impulsions électriques vers le cerveau, c'est la stimulation vagale. Là, on est dans des centres où on en fait beaucoup en France, notamment chez les adultes. On doit faire une quarantaine de primo-implantations de cette technique de stimulation vagale pour justement atteindre des patients qui sont épileptiques mais qui ne sont pas accessibles à geste de cortectomie. Et ça se fait pas chez les enfants, ça se fait aussi, ça se fait beaucoup. Le syndrome de Lennox-Gastaut notamment, ça marche bien. Ça se fait en fait dans des épilepsies qui sont souvent généralisées, qui sont pas forcément très focales. Le but de la SEEG de la cortectomie, c'est
pour des épilepsies focales qui viennent d'une partie très précise du cerveau, qui peuvent être liées à des tumeurs, qui peuvent être liées à des malformations du développement du cortex, on appelle dysplasie corticale. Ça, pour la SEEG, c'est un peu et la cortectomie, c'est un petit peu la finalité. Mais ce que je disais, c'est qu'indépendamment de ces gestes-là, on a tout un panel de neuromodulation. D'accord. Et la neuromodulation, donc par un nerf qu'on va attraper au niveau du cou, mais également avec des électrodes profondément implantés dans le cerveau, qui sont là pas pour enregistrer l'activité, mais qui sont là pour stimuler, pour délivrer des impulsions électriques. Et là, c'est en train de se développer aussi dans l'épilepsie. Cette technique, elle vient initialement des mouvements anormaux. Elle a été décrite par mon maître, M. Benabid, à Grenoble, au CHU de Grenoble, pour la maladie de Parkinson. Et ça a été du coup développé. Et après, ça a été développé dans l'épilepsie, dans d'autres cibles, dans d'autres endroits du cerveau, notamment ce qu'on appelle le noyau antérieur du thalamus. Et avec le professeur Bartholomé et son équipe, on est en train d'investiguer une autre cible qu'on appelle le pulvinar, c'est-à-dire un noyau postérieur du thalamus. Il y a un protocole en cours. Donc ça, c'est une autre technique. On va aller envoyer des impulsions électriques dans des zones très précises du cerveau pour interférer, si vous voulez, avec l'activité électrique pathologique. D'accord. Et alors ça, pour le patient, il doit subir ça une fois au niveau de la simulation profonde? Alors, il y a une intervention qui consiste à mettre des électrodes, donc je reviens au terme de stéréotaxie, de façon très précise dans le cerveau, avec une trajectoire qui est calculée au millimètre près, pour aller positionner une électrode donc exactement à l'endroit où on a défini la cible sur l'IRM, et ensuite cette électrode elle est reliée à des câbles et un générateur, un stimulateur comme un pacemaker, et donc le patient va être implanté et stimulé en permanence. Et tout l'enjeu, c'est de jouer sur les paramètres de stimulation, de stimuler à plus ou moins grande intensité, on joue sur la fréquence, sur la largeur d'impulsion, on peut même jouer aussi sur l'orientation du champ électrique, qu'on appelle les électrodes directionnelles. Donc tout ça, c'est un champ vraiment qui est en cours d'exploration, et je répète qu'il s'adresse plutôt à des épilepsies qui ne sont pas accessibles ou qui ont échoué après un geste de cortectomie. Ok. Et ça, il n'y a pas d'effet secondaire, par exemple, ce qu'on entendait dire au niveau la stimulation du nerf vague, par exemple, il y avait des effets secondaires au niveau de la voix qui se bloquaient. Est-ce que c'est pareil Alors, il y a des effets secondaires dans le cerveau, en fond, dans le cerveau, la topographie est très liée à la fonction. Donc, si vous stimulez, par exemple, une zone qui est proche les voies de la sensibilité, par exemple dans le pulvinar, vous pouvez avoir des patients qui se plaignent de petites fourmis, qui se plaignent de sensations un petit peu de difficulté de contrôle du corps, c'est un peu une ataxie. Il peut y avoir des troubles, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la topographie, oui. D'accord. Dès lors qu'on agit sur le cerveau, alors il y a des zones où il se passe absolument rien, mais il y a des zones où effectivement très très vite ça parle. Combien de neurochirurgiens sont spécialisés en chirurgie de l'épilepsie à la Timone? C'est vrai qu'à la Timone, on n'est pas extrêmement nombreux sur le versant chirurgical. On a une équipe de neurologues, d'épileptologues de très haut niveau qui est très étoffée. En neurochirurgie, il y a le professeur Didier Scavarda et moi-même qui fait donc les enfants et en charge des cortectomies, comme ça que c'est organisé localement. Et moi qui suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est neuromodulation, exploration, stimulation cérébrale profonde, la stimulation vagale et les explorations SEEG. Donc chacun et éventuellement la radiochirurgie, puisque c'est une technique aussi qui peut être utile dans certains cas. Je pense notamment à deux pathologies, les amartomes hypothalamiques et les callosotomies, c'est-à-dire une section du corps calleux pour éviter que les crises passent d'un hémisphère à l'autre. Mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans l'équipe, on est deux. On pourrait être plus nombreux, effectivement. Ok, mais donc vous départagez en fait au niveau des spécialités techniques. Quelles sont les techniques les plus courantes en fait qui sont pratiquées ici au niveau neurochirurgie de l'épilepsie? Ça va être la cortectomie, la SEEG? Alors la SEEG, on essaye, on aimerait bien faire plus, mais il faut des disponibilités du bloc opératoire et aussi des ressources humaines, parce que c'est une intervention qui a quand même un certain savoir-faire technique, donc c'est pas, il faut quand même être un petit peu formé. Donc on fait à peu près, je dirais, entre 20 et 30 SEEG par an, si je groupe enfants adultes.
pour 30 à 35. Idéalement, on aimerait bien faire plus, mais bon, on a besoin d'une part d'avoir un peu plus de monde, et d'autre part, peut-être un accès plus facile au bloc opératoire, parce que c'est des interventions qui sont quand même longues, hein, qui prennent plusieurs heures, la SEEG. Alors, avec le robot, on en parlera peut-être, le temps opératoire a diminué, mais il n'empêche que ça occupe quand même J'en ai fait typiquement une hier, le malade est rentré à 8 heures, on avait fini à 11h30 pour quinzaine d'électrodes, donc c'est quand même 3h30 d'occupation de salle opératoire, et puis il y a toute une logistique après d'enregistrement, donc c'est pas simple, mais effectivement, je pense qu'on pourrait en faire une quarantaine à peu près par an, enfants adultes. Vous utilisez régulièrement l'assistance des robots en bloc opératoire? C'est quasi systématique ou ça dépend du type d'opération? Pour la stéréotaxie, effectivement, il y a plusieurs systèmes, et maintenant de plus en plus, la plupart des centres en France et aux États-Unis utilisent une assistance robotisée. Alors, robot, il faut faire attention parce que le terme robota, ça vient du tchèque, ça veut dire un automate. Et c'est pas, en fait, le robot va pas faire tout seul l'intervention. En fait, c'est un système qui va se poser, on va planifier une trajectoire et le système va se positionner exactement au millimètre près, selon la trajectoire et à la bonne distance pour aller insérer un outil, que ce soit un trocard de biopsie, que ce soit une électrode d'estimation, une électrode d'enregistrement pour la SEEG. Donc il va se positionner très précisément. Et c'est vrai que l'avantage majeur des robots, c'est quand on a affaire à une multitude de trajectoires. Les autres systèmes, on règle les coordonnées à la main. Donc c'est un système qu'on appelle l'ARC. C'est un arc isocentrique de l'Excel. Donc on va adapter ça sur un cadre qui est fixé à la tête du patient. On va régler des coordonnées X, Y, Z. C'est un repère orthonormé qui permet de cibler avec 2 angles. Ça c'est très simple. On le règle à la main. Pour 2 trajectoires c'est facile, mais quand vous avez 14 trajectoires à faire, 15 trajectoires, en plus il y a un risque d'erreur, un risque de fatigue. L'avantage du robot, c'est que vous appuyez sur une pédale et le système va se mettre exactement selon la trajectoire déterminée. Comme un GPS, finalement. Voilà, exact. Sauf que le chirurgien, il faut quand même faire l'ouverture, insérer l'électrode, il y a quand même de la manipulation, mais on a la sécurité de la trajectoire qui est prédéfinie. Donc ces robots, ça vous a fait gagner quand même beaucoup de temps au niveau des SEEG? Ouais, alors moi c'est vrai que comme je dis toujours, pour une biopsie, on l'a fait avec le robot, ça se passe très bien. Une stimulation cérébrale profonde, il y a 2 trajectoires. Mais les autres systèmes sont assez précis aussi, sont tout à fait utilisables. Par contre, quand on fait une multitude de trajectoires, on gagne un confort très, très important avec le robot. L'ancien système, on faisait des radios avec des grilles, et on appelait des grids. Et donc ces grids, c'était un peu la bataille navale. Quand on mettait une électrode, c'était 14 postérieurs, 5 inférieurs. Donc, et à ce moment-là, il fallait, donc il y avait toute pour les électrodes orthogonales. Et pour les électrodes obliques, pareil, il fallait régler des coordonnées. Avant les SEEG, je finissais à 14, 15 heures avec une artéographie. Donc c'était beaucoup plus lourd. Je pense qu'on a gagné en temps, en sécurité, en efficacité, et donc effectivement les robots ont beaucoup apporté de ce point de vue-là. Après, quand on a peu de trajectoires à faire, finalement l'un dans l'autre, les anciens systèmes, pour moi, peuvent tout à fait se concevoir. Donc, dès lors qu'on veut faire plusieurs trajectoires et qu'on veut aller un peu plus vite. Pour la SEEG, c'est vraiment là, à mon avis, où le robot est utile. Par exemple, la cortectomie, c'est vrai que j'avais entendu dire que c'était pas forcément fait avec, aidé avec d'un robot. En fait, l'avantage du robot, c'est qu'il se met précisément à l'endroit où on veut pour cibler. La cortectomie, c'est souvent des ouvertures assez larges. On utilise d'autres systèmes, peut-être que vous verrez M. Scavarda qui vous en parlera, des systèmes qu'on appelle de neuronavigation. C'est-à-dire qu'ils permettent de savoir en temps réel où on est. D'accord. Mais c'est pas forcément, c'est un pointeur qui va vous repointer sur l'IRM, vous pointez une veine et il vous montre laquelle c'est sur l'IRM et sur le patient. Donc ça permet d'être sûr qu'on attaque au bon endroit, etc. Mais là, on est plus dans un système dit de neuronavigation. Le robot, pour une cortectomie, il n'y a pas trop d'utilité. Il va vous pointer un endroit et puis une fois qu'il vous a pointé un endroit, il faut l'enlever pour opérer. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, question justement, curiosité. Vous, en tant que neurochirurgien,
quand vous voyez du coup le cerveau, vous pouvez tout à fait à l'œil nu voir quel lobe c'est ou Alors, il y a des repères, hein, Ouais. il y a des repères anatomiques que l'on connaît, mais bon, il n'y a rien qui ressemble plus à un sillon ou à une circonvolution qu'à une autre. Donc, effectivement, les outils de neuronavigation sont utiles, hein, ça D'accord. c'est sûr. Après, il y a parfois besoin de faire une cartographie Oui. fonctionnelle, en conditions éveillées ou pas forcément, en stimulant, par exemple, la région centrale, on enregistre la région de la motricité. On peut enregistrer une onde spécifique qui passe d'un côté, selon qu'on est en avant ou en arrière du sillon, et là on sait qu'on est dans la région centrale, donc il y a effectivement un mapping fonctionnel qu'il faut faire avant d'opérer. Donc même si on est persuadé d'avoir identifié le sillon, il faut quand même se sécuriser les choses. Soit en stimulant, soit en faisant des enregistrements, soit en faisant, en éveillant le patient et en testant pendant l'intervention. Avec les avancées de pointe, est-ce qu'on va aller de moins en moins faire des chirurgies invasives en fait? La cortectomie par exemple, c'est quand même très invasif. Est-ce que par la suite, on peut espérer dans les années à venir avoir des micro-chirurgies? Alors, oui, c'est le but, hein. Toute l'histoire d'ailleurs, on le voit bien, la médecine est de moins en moins invasive, de plus en plus précise, de plus en plus sélectif. On essaye de faire de moins en moins de chirurgie entre guillemets délabrante, en faisant des choses très très limitées. Après, il faut être sûr que le patient perde pas au champ, c'est-à-dire qu'il n'ait pas un moins bon contrôle des crises. Mais il y a une technique effectivement qui remplace la lobectomie temporale, qui est entre guillemets une concurrente de la lobectomie temporale. C'est une technique qui consiste à mettre une sonde laser dans le lobe temporal. D'accord. Et d'aller chauffer en IRM sous monitoring de l'élévation de température en IRM pour créer une lésion du lobe temporal. En fait, on va, entre guillemets, ça s'appelle la LIT, la thermoablation laser, laser interstitial thermoablation. Donc, toute l'élégance de cette technique, c'est qu'en fait, au lieu de faire une grosse ouverture, on introduit juste une sonde laser dont on va chauffer l'extrémité et on maîtrise l'élévation de température en faisant une acquisition IRM pendant le traitement. Donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé, parce que ça existait, les lésions radiofréquences, hein, sur les électrodes de SEEG, on peut chauffer un petit peu pour aller griller des petites zones dont on voit que le signal est pathologique. Alors, il paraît que ça fait le bruit du popcorn qu'on éclate, c'est ça? Il y a des patients qui ont un vécu parfois un peu compliqué d'avoir un bruit comme ça dans sa boîte crânienne, mais ces lésions radiofréquences, on maîtrise pas trop leur taille, elles sont souvent assez limitées, mais on maîtrise pas trop leur taille, leur étendue, etc. Tandis que là, on a vraiment en IRM une élévation de température, on peut protéger des organes à risque. Donc ça, effectivement, pour répondre à votre question, la LIT, c'est fait figure d'innovation. Et on a obtenu le remboursement là, il n'y a pas si longtemps là, au niveau national. Donc la sonde qui était un peu chère, on va pouvoir être remboursé. Il faut qu'on fasse l'acquisition la plupart des centres en France cherchent à faire l'acquisition du matériel. Pour l'instant, ça se fait à Amiens, c'est le professeur Lefranc qui fait ça. Oui. Et puis un peu à Necker également. Mais l'idée, nous, effectivement, on est demandeurs de l'avoir aussi à Marseille. D'accord. Donc ça, après, ce sera accessible à tous les patients. Ouais. D'accord. Et alors, pour la LIT, il faut que ce soit des lésions peut-être petites? Alors oui, alors le problème c'est que si on veut faire une grosse lésion, il faut mettre plusieurs sondes. Mais c'est possible, c'est plus compliqué techniquement, etc. Après, chaque technique a ses avantages, ses inconvénients, et maintenant les ultrasons aussi, on arrive à focaliser des ultrasons pour créer pareil une élévation de température et une lésion, et certains l'utilisent aussi dans l'épilepsie. D'accord. Donc ce qu'on appelle les FUS, Focused Ultrasound, donc c'est MRI guided, donc les ultrasons focalisés en IRM. D'accord. Donc effectivement, il y a des techniques qui cherchent à être de moins en moins invasives. Il faut toujours que ces techniques fassent pas moins bien que c'est ça, que ça libère des crises. Mais après, les techniques les plus, les techniques classiques. Donc on peut se dire que ça se trouve, ça pourra remplacer peut-être les cortectomies par la suite. C'est un peu le cas aux États-Unis. D'accord. Alors il y a peut-être un drive un peu technologique. Le professeur Bob Gross, qui est un neurochirurgien des États-Unis, qui est
a développé cette technique depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années. Lui, effectivement, ils ont tendance à plutôt privilégier ça, et les patients le préfèrent parce que c'est moins invasif. Mais donc, actuellement, ça fait un petit peu polémique parce que on n'est pas sûr que ce soit aussi efficace j'ai envie de dire, une bonne vieille cortectomie quand elle est bien faite. Mais effectivement, c'est des techniques qui... Après, il y a aussi un biais quand une technique est nouvelle, on a tendance à vouloir l'utiliser, elle est un peu séduisante parce qu'elle est moins invasive. Donc, c'est effectivement, ça peut être une alternative à la cortectomie. Comment vous vous préparez mentalement avant une opération, avant de rentrer au bloc? Est-ce que vous avez une routine particulière? Alors, comment on se prépare mentalement? Disons qu'on vérifie que ça va pas être très, j'ai envie de dire, pas très glamour, parce que il n'y a pas de choses bien particulières. On vérifie surtout que le matériel qu'on a, parce que je dis toujours ça aux étudiants en médecine, quand on commence, on veut être chirurgien, on voit le chirurgien qui opère, les choses s'articulent autour de lui, mais en pratique, la vraie vie, c'est on a telle boîte qui est pas stérile, donc tel instrument qui est pas là, il n'y a pas d'instrumentiste parce que telle personne est malade, donc faut que tu opères tout seul. Donc on s'assure, pour se préparer une intervention, on a tendance à s'assurer que le matériel fonctionne, moi j'ai tendance par exemple à revoir plusieurs fois les trajectoires, notamment pour la SEEG. D'accord. Alors ça permet la stéréotaxie de mimer virtuellement en fait la chirurgie. En fait, on va déterminer des trajectoires, on va passer du point d'entrée au point cible, on va pouvoir avoir différentes orientations pour être sûr qu'il n'y a pas de vaisseau sur le trajet. Donc, comment je me prépare? J'ai tendance à faire une ou deux fois les trajectoires pour vraiment bien sécuriser les choses. Et puis on essaye de bien dormir la veille. Ouais. C'est ça. Oui, donc en fait, comme un grand sportif qui va revoir sa trajectoire, par exemple, avant de faire proportion gardée, avant de faire un sprint. Et puis alors, vu que Brainway, c'est quand même aussi en rapport avec la musique, est-ce que vous écoutez de la musique au bloc? Alors, ou moi, alors j'avoue, alors, il y a des chirurgiens qui le font, mais moi, j'avoue que la musique, c'est plutôt le plaisir, le loisir et la détente. Et là, j'en ai besoin d'être concentré, donc j'ai tendance à pas... Ou alors pour des gestes, par exemple des remplacements de générateurs, des choses qui sont des gestes vraiment très très simples, qui nécessitent pas trop de complications, pas trop de concentration. Éventuellement, on peut avoir un peu de musique au bloc opératoire, mais après, ça dépend. Il y a des gens qui, au contraire, ça les calme, ça les met dans une musique classique, dans des états de sérénité quand ils opèrent. Il y a beaucoup de chirurgiens qui opèrent avec la musique classique. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de me concentrer. Ouais, donc silence, quoi. Ouais. Silence, non, malheureusement, on a les bruits du scope. C'est assez bruyant le bloc opératoire. Il y a des gens qui passent, qui parlent, qui discutent, qui échangent des choses professionnelles sur les patients. Donc non, c'est pas un environnement super calme. Mais c'est vrai que le fait de mettre de la musique, ça aurait tendance pour moi à connoter loisir, détente. Voilà, et là, non, je suis quand même, j'ai besoin d'être concentré, de pas faire. Et que ressentez-vous quand vous opérez? Est-ce qu'il y a un moment en particulier que vous appréciez vraiment dans l'acte ou pas? Après, ça dépend des interventions. Parce que c'est vrai que la stéréotaxie, c'est des interventions qui sont quand même un petit peu, on voit pas trop entre guillemets, c'est à crâne fermé, on voit pas trop ce que l'on fait pour les électrodes. Par contre, pour la stimulation vagale, effectivement, quand on aborde justement le nerf vague, il y a la carotide et la jugulaire, et donc il faut aller le chercher derrière, et quand on l'a identifié, qu'on a fait une belle dissection, effectivement, juste avant d'enrouler l'électrode autour de, là, c'est, il y a une satisfaction. C'est quand même, parce que l'anatomie, c'est une belle anatomie. Les ORL connaissent bien aussi l'anatomie, ou les chirurgiens vasculaires, l'anatomie du cou, avec les gros vaisseaux. C'est assez, il y a un petit côté ludique parce que le nerf, il est souvent en arrière, il se cache un peu, il se donne pas à nous, donc il faut aller un peu le chercher. Oui, on voit que vous avez le sourire quand vous en parlez. C'est une chirurgie qui est assez plaisante. D'accord, ok. Chirurgie qui est assez plaisante.
Bah écoutez, un grand merci De Romain, rien, c'était un de rien. plaisir de réaliser ce podcast avec vous. Et puis, chers auditeurs, on vous attend bientôt pour d'autres épisodes des ondes positives. Merci beaucoup. Merci, au revoir.